le grand rendez-vous de la planète foot. Dans un mois, nous allons tous vibrer une nouvelle fois au rythme de la Coupe du Monde. 20 ans après le sacre des Bleus de Didier Deschamps, Fabien Barthez, Thierry Henry ou encore du Normand Emmanuel Petit. La grande messe du ballon rond va à nouveau attirer les foules. Alors pourquoi le foot nous fait donc tant vibrer? On en parle tout de suite dans Enquête de région. Pour cette nouvelle émission, bienvenue au Stade d'Ornano, le fief du seul club de Ligue 1 de Normandie, le SMC, le Stade Malherbe de Caen, qui vient de vivre cette saison sa première demi-finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Un match qui a fait le plein. Plus de 20 000 spectateurs ont assisté à l'événement car le football continue de remplir les stades et de susciter des vocations. En France et en Normandie, il reste le premier sport en termes de licenciés. Un sport fondamentalement populaire qui rassemble toutes les générations et tous les milieux sociaux. Alors pourquoi le football occupe-t-il autant de place dans nos vies? Tout de suite, le sommaire. Ils sont nombreux les petits garçons à se rêver en roi du ballon. Au centre de formation du Havre, l'un des plus réputés de France, on forme les meilleurs d'entre eux. Et on y croit, car Dimitri Payet, Souleymane Diawara et Paul Pogba sont passés par là. Vitesse, technique, développement physique, tout est passé au peigne fin pour trouver la future pépite et surtout la garder. Ouais, bon pied gauche, il y a quelque chose à aller chercher quand même sur ce gamin-là. Les femmes gagnent du terrain. La plupart des clubs de foot ont désormais des sections féminines. Et certains sont même 100% féminins, comme celui de Rouen Plateau-Est. Ici c'est différent, on a envie d'aller plus haut et même à mon âge, 29 ans, j'ai encore envie de montrer de quoi je suis capable encore. On est tous un peu supporters à l'approche d'une Coupe du Monde. Mais pour les plus fervents d'entre nous, c'est toute l'année qu'on soutient son équipe, à l'image des culs rouges du FC Rouen. Vous avez vu même ce soir ce que c'est l'amour d'un club. Loin des épopées plus ou moins glorieuses des équipes professionnelles, le football, c'est aussi et d'abord un sport populaire pratiqué par près de 110 000 Normands. Avant d'être joué dans des grands stades comme celui-ci, le football se pratique surtout sur d'innombrables terrains communaux. Une passion qui rythme les emplois du temps des familles, les entraînements en semaine, les compétitions le week-end et le bénévolat qui fait vivre les petits clubs. Des clubs comme celui d'Équen Notre-Dame, près de Caen, où tu es allé, Erwan, assister à l'entraînement des jeunes. Tous les mercredis, c'est la même impatience pour Noan. Après le goûter, vient enfin le moment de se mettre en tenue. À 9 ans, sa grande passion fait déjà le tour des murs de sa chambre, le foot et encore le foot. Allez, c'est parti. Avec déjà une vraie ambition. Être connu, gagner de l'argent, jouer. C'est qu'important dans le foot. Ça va bien? Ça va et toi? Alors, pour garder les crampons sur terre, heureusement il y a papa. Le ballon rond, c'est une affaire de famille. Allez Liam. Comme toutes les semaines, l'heure de l'entraînement a donc aussi sonné pour Laurent, éducateur bénévole. Sur le terrain, il donne un coup de main le mercredi, mais aussi le vendredi et le samedi matin pour les compétitions. Ça fait pas mal de temps à passer avec les enfants, mais bon, quand on aime ça, c'est très bien. C'est ça, c'est la passion qui... Ouais, c'est la passion du football, les enfants, le contact, c'est intéressant. C'est de les faire progresser au maximum et puis pourquoi pas avoir une pépite. Pourquoi pas. Depuis 30 ans, finalement, rien n'a vraiment changé. Plus jeune, moi aussi, j'ai foulé un même terrain en herbe avec mon père sur le banc de touche. À l'époque, les stars s'appelaient Platini, Gires ou Tigana. Aujourd'hui, les maillots affichent Messi, Mbappé, Neymar, mais l'ambiance est visiblement restée la même. L'Interrodon, c'est d'abord un club familial où tout le monde donne un peu de son temps et de sa personne. Vous êtes là à tous les entraînements, tous les tournois? Pratiquement, ouais. On essaye. Pas facile avec le travail, mais ouais, c'est ça. On essaye de suivre au maximum. Pourquoi? Parce que déjà, on aime le football. Hein. Puis parce que ils s'épanouissent, les gamins. On les voit, c'est sympa. Écoutez, j'ai que des garçons qui aiment le foot, 3 garçons, donc voilà, c'est ma participation de
Je n'aime pas le foot, je ne vais pas aller jouer au foot, mais voilà, au niveau de l'association, et puis bon, faut que ça marche dans une petite... il y a besoin de participer au niveau de ça. Allez, pour l'occasion, moi aussi, j'ai rechaussé mes crampons. Jonglage, bon, il y a du boulot. Pas chassé, slalom, dribble et même tir. Mais un entraînement de foot, ce ne sont pas que des gestes techniques. Les ballons devant moi, les gars. Allez, et on s'assoit. C'est aussi l'apprentissage d'un certain vivre ensemble. L'aspect des entraîneurs, des consignes, de l'exercice, et puis des coéquipiers, des adversaires. C'est toutes ces choses-là qu'on essaie aussi d'inculquer aux gamins. Donc j'en veux 5 verts dans chaque zone. Pareil chez les sans couleurs. Allez. Entre sport et pédagogie, le club de foot participe aussi à l'esprit de village. Répétez ce qu'on a fait tout à l'heure. Peu importe le niveau, des jeunes aux vétérans, le week-end, on supporte les joueurs locaux. Ici, on compte 400 licenciés, 23 équipes au total, mais finalement un même maillot, une même appartenance que certains garderont toute leur vie. Un enfant qui prend sa première licence chez nous à 5 ans, il peut jouer au foot pendant 40 ans chez nous, dans le club, 50 ans s'il veut jouer en vétéran. Moi, j'ai mon fils qui a pris sa première licence à 5 ans, il a 33 ans aujourd'hui et il est toujours au club. Quant à savoir ce que deviendront ces joueurs-là, à peine 10 ans aujourd'hui, est-il vraiment utile de leur poser la question ? Pour devenir joueur professionnel. Je joue au Barça. Parce que c'est mon équipe préférée d'être professionnel. Où ça ? Dans l'équipe de Marseille, les filles. Prof de sport. Comme quoi, rien n'est joué d'avance. On se retrouve avec vous, Olivier Roussel. On vient de vous voir dans ce reportage. Vous êtes donc le président du club de football Inter-Odon. Vous allez nous raconter dans quelques instants comment ça se passe dans une structure comme la vôtre. Une structure, Erwan, qui on l'a bien vu finalement, repose sur ses bénévoles. Oui, c'est vrai, à l'image de Laurent que l'on voit dans le reportage. Certains vraiment ne comptent pas les heures. Il y a les entraînements, quelques tâches administratives. Et puis surtout, le week-end, à l'occasion des compétitions, pas mal de déplacements assurés. Alors, conséquence, autour de ce club de l'Inter-Odon, comme un peu partout dans tous les clubs, il y a un noyau dur de parents investis qui s'est constitué. Pour eux, en fait, il y a, au-delà de la corvée que ça représente, un certain plaisir en fait, à participer à cette vie du club. C'est une deuxième famille que ces papas, ces mamans retrouvent chaque mercredi, chaque week-end. Ça participe en fait à une certaine vie de village. Olivier Roussel, comment est-ce que vous avez débuté votre carrière de bénévole ? Tout d'abord, au bord du terrain, en encadrant les jeunes, en encadrant des joueurs plus âgés, passer beaucoup de temps au bord du terrain et dans l'organisation d'un club, ça passe par là. Après, l'organisation du club fait qu'on a besoin de dirigeants et puis je me suis retrouvé président du club parce que c'est toujours difficile d'avoir un engagement sur la durée. Il faut aussi que chacun puisse apporter ce qu'il peut apporter et puis j'aurais tendance à dire c'était l'amour du football. Ouais, l'amour, c'est la passion vraiment qui mène à s'investir autant. Vraiment la passion, oui, parce que quand on fait quelque chose, on le fait à fond pour le club. Voilà. Votre club, il est né d'une fusion de 3 associations. Ouais. C'était important pour survivre de mutualiser les moyens ? Alors c'était très important parce que l'accompagnement financier des mairies était relativement limité. Nous sommes maintenant un club intercommunautaire et les communautés de communes ont un engagement financier avec nous et nous aident bien jusqu'à quasiment 50% de notre budget. Ce qui fait que dans un club de 400 licenciés, on a vraiment besoin d'avoir un engagement financier, de l'argent. Parce que c'est difficile de faire vivre un petit club comme le vôtre ? C'est relativement difficile dans le sens où, hormis l'aide financière de l'Intercom, il faut trouver des sponsors, il faut trouver des gens qui veulent bien amener du temps. C'est la base, quoi. L'argent, le temps, le bénévolat, et puis bien sûr l'investissement d'éducateurs. Quelle ambition, du coup, avec tous ces moyens, quelle ambition vous avez pour le club ? L'ambition, c'est de faire grandir ce club, de jouer à un niveau intéressant au niveau ligue, et le faire grandir, le stabiliser, que les enfants s'y retrouvent, et puis pourquoi pas
un jour avoir des belles surprises, parce qu'il y a des joueurs aussi, quelquefois, qui arrivent à faire des belles carrières. Trouver la pépite, effectivement. Olivier Roussel, vous restez avec nous. Alors, dans le football amateur, il y a donc les joueurs, les bénévoles, mais également les indispensables arbitres. Ces passionnés, investis, sont souvent les mal-aimés des terrains, au point parfois d'être malmenés physiquement. Il y a 2 ans, dans l'Orne, c'est ce qui est arrivé à Önner Eilan. Regardez. Allez, on monte dans la voiture. Le dimanche, c'est jour de match dans la famille à Itan. Électricien la semaine, Önner, le papa, change de costume le week-end. Depuis plus de 15 ans, il est arbitre amateur pour le district de football de l'Orne. Ce week-end, direction Tingebray. L'alliance qui est tolérée à 15 sparadrap, tout le reste est à retirer. Pour un match de niveau départemental. Si vous voyez qu'un joueur commence à monter en température, c'est mon point de vue, vous le prenez comme vous voulez. C'est préférable pour lui de le mettre quelques minutes sur la touche, qu'il revienne plus calmement. Ok ? Ouais. Ça marche. Bon match, messieurs. Ça marche. Ce n'est pas la Ligue des Champions, mais une rencontre de 8e division. Des matchs sans enjeu, qui peuvent pourtant déraper. Il y a 2 ans, ce père de famille a vu sa passion pour l'arbitrage tourner au cauchemar lors d'une rencontre similaire. Ce jour-là, Önner commence par se faire insulter par un joueur d'un petit club, d'Alençon. Donc, à la suite de ces propos-là, il a pris un rouge. Donc énervé, forcément, il m'a insulté tous les noms. Je t'aurai à la fin du match. Il a quitté le terrain. Des menaces de mort, et puis des coups. À la fin du match, Önner est violemment agressé par le même joueur et perd connaissance quelques instants. Choqué. Choqué. Choqué, pas tant par l'agression, c'est le fait d'avoir été assisté par les enfants. Car son fils et son neveu qui l'accompagnent assistent à toute la scène. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Après, j'ai vu qu'il était par terre. J'étais choquée. J'avais peur. Le mec il était bizarre, je sais pas s'il était alcoolisé ou pas. Une grosse frayeur et 9 jours d'arrêt de travail pour Önner. La justice condamne finalement son agresseur à 3 mois de prison avec sursis, 1 500 € d'amende et surtout 8 ans d'interdiction de stade de foot. Après quelques semaines d'hésitation, contact, monsieur, c'est vu. Önner a choisi de continuer à arbitrer. Ouais. Cet après-midi-là, Là, ça va aller, monsieur. il va toucher une quarantaine d'euros, frais de route inclus. D'accord, c'est parfait. Faut attention. Pas cher payé, Je vous préviens gentiment, d'accord. pour des coups de sifflet, de plus en plus contestés. Là, monsieur, c'est bon. Ça va aller, monsieur. Le 13, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. Gentiment, monsieur, c'est vu, c'est bon, je vous ai juste prévenu. L'arbitre, il vient aussi pour se faire plaisir parce qu'il aime le foot et malheureusement, des fois, il peut se retrouver en danger, quoi. Lui, il vient, il est tout seul et puis il y a 2 équipes qui sont toujours contre lui, quoi. Pour ma part, ça m'est déjà arrivé de me reprendre verbalement après l'arbitre, mais d'être un peu énervé auprès des arbitres. Mais c'est vrai que faut le faire, quoi. Je pense que c'est pas facile, je pense. Les joueurs, mais aussi l'entourage. Car les problèmes viennent souvent des tribunes. Les arbitres, je crois qu'ils ont du mérite. 2 joueurs, s'il vous plaît, monsieur. J'ai arrêté le jeu, monsieur. Ouais, mais... C'est vrai que des fois, ils sont à côté de la plaque, il faut le dire. Des fois, ils sont trop âgés, ils n'arrivent pas à courir et ils sont un petit peu en retard sur les actions. Ils sont amateurs. Ils sont amateurs. Alors, il faut excuser, mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Responsable de l'arbitrage dans la région, Michael Lesage a gravi tous les échelons. Il arbitre désormais en Ligue 1, mais n'a rien oublié de ses rencontres, qui ne suscitent pas toujours les vocations. Beaucoup d'arbitres, après avoir été formés, arrêtent très rapidement, au moindre contexte difficile, un dimanche après-midi qui se passe mal, quelques colibés qui fusent de ci et de là, on revient le dimanche d'après et puis ça recommence, et on revient une 3e fois et ça recommence, et finalement on baisse un peu les bras, et ce qui fait qu'on arrête très rapidement. Ce jour-là, tout s'est très bien passé pour Önner Eilan. Parfait, monsieur. Il y a des situations beaucoup plus dures, mais aujourd'hui c'était un match assez sympathique à arbitrer. Quand vous avez 22 acteurs qui ont envie de jouer au ballon et pas forcément être sur un ring, c'est parfait. Le genre de match qui ravive la flamme du millier d'arbitres qui officient chaque week-end en Normandie. Olivier Roussel, la violence sur un terrain, c'est quelque chose auquel vous avez déjà été confronté ? À l'occasion, dans notre club, non, on n'est pas forcément confronté à la violence.
parce que un des principes de base, c'est d'inculquer le football aux enfants, mais il faut aussi leur inculquer le vivre ensemble, le respect de l'autre, du joueur, et le respect aussi bien sûr de l'arbitre. Les joueurs jouent, les arbitres arbitrent et les parents encouragent. C'est un petit peu notre devise au sein du club, quoi. Comment on explique cette violence, que ça aille jusque-là? C'est la passion du foot, voilà. Est-ce que vous en parlez, vous, dans le club? Alors, on en parle parce qu'on entend à droite, à gauche, qu'il y ait toujours des incidents sur les terrains. Mais je pense qu'il faut être vigilant à n'importe quel moment. Le football est avant tout un jeu et il faut le prendre comme un jeu. L'envie de gagner doit exister dans les équipes et dans les compétitions, mais ça ne doit pas aller au-delà. Et du coup, vous prévenez la violence par l'éducation des jeunes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Nous, à l'intérieur du club, on essaye aussi d'inculquer des valeurs, c'est-à-dire qu'un joueur qui est en faute à l'intérieur du club, on lui demande de venir faire de l'arbitrage, on lui demande de venir s'occuper une séance des plus jeunes et ainsi de suite, pour lui dire, voilà, tu vas travailler à notre place et tu vas voir ce que c'est, tu vas voir que c'est pas forcément facile. Merci, Monsieur Roussel, merci. On l'a vu tout à l'heure, pour bon nombre de jeunes footballeurs, le rêve ultime reste de devenir un jour professionnel. En Normandie, on compte 3 clubs de haut niveau, l'élite des 850 clubs régionaux. En Ligue 1, le Stade Malherbe de Caen. En Ligue 2, Le Havre Athletic Club et Quevilly Rouen Métropole. Et les femmes dans tout ça, elles représentent seulement 6% des licenciés normands, un chiffre en progression. En France, 2 clubs sur 3 ont désormais une section féminine. C'est le cas notamment au HAC. Le club du Havre, qui côté garçon est réputé pour avoir formé les plus grands noms du football français. Paul Pogba, Dimitri Payet ou encore Vikash Dorasso. Pour un jeune footballeur, intégrer le centre de formation d'un grand club reste le sésame qui ouvre à une carrière professionnelle. Coquerioville, cité populaire emblématique du Havre. Au pied de ces grands ensembles, on s'oxygène au football. Donc là, on est parti, on va partir sur la conservation, on reste que sur ce demi-terrain-là, d'accord? Des terrains foulés par des centaines de gamins du coin. À Coquerie, comme on dit ici, le talent ne manque pas. Patrice Fouque, recruteur pour le HAC, en a fait l'un de ses postes d'observation privilégiés. Là, celui qui fait le ballon, c'est qui? Lui, là. Ouais, bon pied gauche, il y a quelque chose à aller chercher quand même sur ce gamin-là. C'est un faux lent. Ouais. Il y a quelque chose sur ce gamin, mais il pousse pas. Il grandit pas. Ouais, c'est dur. Avec Hiero, l'entraîneur du quartier, Patrick dissèque les caractéristiques de ces jeunes joueurs de 13 ans. Dernier exercice, après on finira par du jeu directement, on a 2 gardiens. Vitesse, technique, développement physique, tout est passé au peigne fin pour trouver la future pépite et surtout la garder. Car sur le bord des terrains se joue un autre match. Ouais, pied gauche, c'est à l'aise. On a de la concurrence extérieure, des clubs pros qui viennent observer, prospecter à droite à gauche, surtout les clubs phares du coin. Donc ils sont là tous les week-ends. Donc oui, c'est quand même un peu la guéguerre, quoi. Derrière, on évite qu'ils prennent nos jeunes avant nous. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait toujours un temps d'avance. Intégrés dans le centre de formation, les successeurs de Dorasso, Diawara et Nyang avant les autres. Un enjeu vital pour le HAC qui a fait de la qualité de sa formation son principal atout financier. Exemple récent avec le transfert de Lys Mousset pour Bournemouth en 2016. Une transaction qui a rapporté plus de 7 millions d'euros au club havrais. Lui aussi est un enfant de Coquerioville qui a su utiliser le HAC comme tremplin. Son père, jamais très loin des terrains, peut en témoigner. Jusqu'à présent, ils font que de sortir des pépites. Et tout le monde est tout le temps braqué sur le HAC. Parce qu'ils ont cette façon de chercher chaque fois la pépite qui fait parler du joueur. Pour être le nouveau joueur dont on parlera, il faut déjà être dans les petits papiers de Patrice. Ici, certains sont en observation, d'autres ont déjà décroché leur entrée pour le centre de formation. Bon bah toi tu viens chez nous l'année prochaine, tu le sais. Et donc faut pas que tu prennes la grosse tête, tu continues à rester simple comme tu fais, hein? Des conseils pour ne pas se brûler les ailes et accomplir un rêve souvent synonyme d'une vie meilleure dans les quartiers. Ça représente quoi le foot pour toi? C'est une autre vie. Il y a un avenir derrière. Ça serait quoi ton rêve? Ça serait de faire la formation au Havre et de finir à Madrid? Oui. Tu penses que c'est possible? Si je travaille dur, je pense que oui.
Bon, les gars, de toute façon, on continue à vous suivre, hein. Vous savez comment que ça se déroule. Hein. Donc il faut continuer à travailler. Hein. Souvent, ces gamins-là, justement, ils ont je dirais, peut-être un peu plus d'envie, et même sûrement plus d'envie que d'autres. Parce que voilà, ils savent d'où ils viennent, et puis ils ont le goût de l'effort quand même aussi. Les places pour l'élite sont rares. Sur 400 licenciés que compte le club de Cocrioville, seulement 2 joueurs en moyenne intègrent le centre de formation du HAC chaque année. À la Cavée Verte, le ciel est dégagé pour ces apprentis footballeurs. Tous ont été choisis par Franck Salle, le directeur du recrutement de la formation. Ce jour-là, certains portent pour la première fois le maillot du HAC. Franck les aide à surmonter la pression. C'est pas simple hein, pour eux, faut pas croire. C'est pas simple du tout. Mais c'est intéressant aussi parce que le footballeur de haut niveau, c'est quelqu'un qui doit pas avoir de stress, qui doit être un compétiteur tout le temps, qui doit appliquer plein de choses. Donc on commence maintenant. Vous avez des qualités, voilà, faut vous exprimer, pas avoir peur. Ah, il faut grandir vite, hein, il faut apprendre vite. Apprendre vite pendant les 7 années que passeront ici les plus prometteurs d'entre eux. Franck a vu Pogba, Mendy et bien d'autres devenir auprès de lui de grands joueurs, des diamants bruts polis dès le plus jeune âge. Un garçon qui arrive après 15 ans, il s'est construit déjà, et il y a certaines choses qu'on aura énormément de mal à améliorer. On sait que c'est l'âge d'or des acquisitions, 10 ans, 15 ans. Donc à partir du moment qu'il y a une perte, si elle est minime, c'est ça qui fera peut-être que la dernière marche, pour le très haut niveau, là je parle, pour retrouver l'équipe de France, l'équipe nationale, jouer en Ligue 1, être un joueur important dans un club de Ligue 1, ça il va peut-être le manquer. Le HAC, un formidable incubateur, classé par la FFF, 9e centre de formation français. Problème, l'équipe première ne fait pas partie des 20 clubs de l'élite depuis de nombreuses années et doit faire face à la fuite des talents. C'est frustrant sportivement. Je pense que financièrement, le club n'a pas été trop frustré, mais sportivement, c'est frustrant. Mais là encore, amener notre club en Ligue 1, c'est ce qui fera aussi qu'à un moment donné, le petit aura plutôt tendance à vouloir encore rester. En attendant de retrouver les sommets, le HAC investit 23% de son budget, soit 3 millions d'euros chaque année sur la formation, pour continuer de choyer ses protégés. Une centaine au total, dont une quarantaine en internat. Cantine, salle de jeu, chambre avec vue sur les terrains et soutien scolaire, tout est réuni pour développer le corps et l'esprit. Pourquoi c'est si important de former des citoyens et de bons élèves aussi pour vous? Le football, ça demande aussi une certaine intelligence, donc savoir gérer sa carrière, savoir choisir ses fréquentations, ses amis, savoir si on arrive à avoir la chance de gagner un peu d'argent, de savoir gérer cet argent de façon intelligente. École le matin, sport l'après-midi, match le week-end. Une vie de famille et d'adolescent à mettre entre parenthèses 7 jours sur 7. Un choix que Thomas a fait sans hésiter. La vie en centre, là, on partage tous la même passion, on est tous ensemble, aller aux entraînements ensemble. Moi j'aime bien ça. Et c'est pas trop dur d'être loin de sa famille quand on est jeune, de penser qu'au foot tout le temps? Bon, au début un petit peu, les week-ends on rentre quand même de temps en temps quand on peut, mais non, moi ça me plaît ici. Depuis 10 ans, le HAC est le 2e club du pays pourvoyeur de joueurs de l'équipe de France derrière Lyon. De quoi conforter Thomas dans le long chemin qu'il a décidé d'emprunter. Nous sommes toujours dans ce stade d'Ornano où nous accueillons Xavier Gravelaine. Vous êtes ancien joueur ici au Stade Malherbe, mais vous êtes également le directeur général du club aujourd'hui. À vos côtés, Bertrand Queneut, journaliste sportif à France Bleu, au Havre. Xavier Gravelaine, vous-même, vous êtes passé par un centre de formation. Plus jeune, c'était à Nantes. C'est un passage obligé pour devenir professionnel? Souvent, mais c'est pas la norme, c'est pas obligatoirement. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait leur carrière après être venus sur le tard et pas connus le centre de formation. Mais en général, 90% les joueurs qui arrivent au niveau professionnel sont en général passés par le centre de formation. Oui. Il y a un centre de formation ici au SMC et il y a des concurrences entre les centres de formation? C'est normal. Enfin, de plus en plus maintenant. Mais c'est vrai qu'avant, le centre de formation, là, à mon époque, n'avait rien à voir avec le centre de formation de maintenant. Puisqu'il y a beaucoup plus de garçons qu'à notre époque, c'était plus sélectif. Il y avait moins de moyens qui étaient donnés par les clubs professionnels au centre de formation. Bertrand Queneut, comment est-ce qu'on explique que le centre de formation du Havre ait formé autant de joueurs qu'on retrouve aujourd'hui dans les championnats?
dans les championnats européens, dans les grands championnats, c'est vrai. Je pense que le centre de formation du Havre a su pendant des années attirer des compétences. Il y a eu tout un tas de noms qui sont passés chez les formateurs, comme c'est le cas aussi au Stade Malherbe de Caen, mais il y a eu des garçons comme Luc Bruder, comme Johan Nouvel, il y en a eu plein, et je pense qu'après ça crée un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'on a plein de joueurs qui ensuite sont forcément, en voyant sortir des noms, en voyant des joueurs devenir des noms, ont envie de rejoindre le centre de formation du Havre, et c'est le cas encore aujourd'hui. Moi je vois des jeunes qui viennent au centre de formation du Havre et qui nous disent il y a eu Mahrez, il y a eu Pogba, il y a eu Dimitri Payet, aussi peu de temps soit-il passé. Voilà, ça fait la grandeur du centre de formation, et c'est le cas aussi pour Caen avec N'Golo Kanté ou d'autres. Monsieur Graven, vous avez été joueur professionnel, vous avez commencé dans les années 90. Comment vous avez vu évoluer le football français ? Est-ce qu'il a évolué et dans quel sens ? Franchement ou pas ? Oui. Peut-être, enfin c'est une autre époque, on ne peut pas juger les années 90, les années 2000 et les années 2010. C'était une évolution qui a été, je vous dis, on était quand même précurseurs, c'est vrai que la Normandie, et c'est dommage parce que moi qui ai voyagé énormément, je trouve que la Normandie ne se met pas assez en valeur par rapport au centre de formation du Havre, par rapport au Stade Malherbe. Les Normands ont tendance à vivre cachés et tranquilles, ce qui n'est pas le cas de plusieurs régions. Mais avec la médiatisation, on est obligé de le faire. Mais non, je crois que le centre de formation, moi j'ai vécu des belles années, c'est l'adolescence. Au-delà de la formation, qu'est-ce qui a changé dans le football en général ? L'argent, la médiatisation, les réseaux sociaux, tout ce que maintenant un gamin de 15 ans à notre époque et un gamin de 15 ans maintenant, c'est plus les mêmes. Donc il faut aussi s'adapter par rapport à ça, et tout en gardant les valeurs qui sont inculquées, que ce soit au HAC, parce que c'est quand même un club historique. C'est des valeurs que vous avez reçues, vous, en tant que joueur professionnel ? Comment vous avez mené votre carrière ? Moi, on a toujours des parcours atypiques, vous savez. Moi, je suis de la génération Deschamps, de Sailly. On était tous potes, avec des parcours différents. Moi, j'ai eu la chance d'arriver au FC Nantes à 15 ans. Et j'ai été viré à 20 ans parce que je confondais. Ma passion, c'était que le foot, et puis il n'y avait rien d'autre qui comptait. Et puis, il a fallu redescendre d'un cran pour revenir à haut niveau. Mais nous, en tout cas, ce qu'il y avait maintenant, c'est qu'il n'y avait pas autant de concurrence entre les clubs. Puis il y a des grandes écoles comme Nantes, Auxerre, qui ont fait beaucoup de choses. Je crois que le football français n'a pas à rougir de ses centres de formation des 3 décennies par rapport à ce qui se passe. On a souvent été copiés, et l'Allemagne nous a pris beaucoup de choses par rapport à notre formation. Bertrand Queneut, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui l'argent a pris toute la place dans le football ? On voit ce qui se passe au Paris Saint-Germain notamment. L'argent a pris beaucoup de place, et on le voit même dans des centres de formation de clubs qui ne sont pas le Paris Saint-Germain, comme Caen sans doute et comme le HAC. Mais c'est vrai que l'ouverture à la fin des années 90, début des années 2000, des marchés avec des clubs qui viennent piller les jeunes très très tôt, qui sont prêts dans les championnats anglais à mettre énormément d'argent, on le voit sur des joueurs extrêmement jeunes, à potentiel. Ça a fait tourner les têtes dans les centres de formation. Je pense qu'entre la génération de Xavier Gravelaine et celle aujourd'hui d'un Rafik Guitane, par exemple, au HAC, ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, les jeunes, quelque part, ont presque, c'est malheureux à dire, mais pris le pouvoir dans les centres de formation, dans les clubs. Et l'entourage, on va dire. L'entourage aussi, beaucoup. Et impose finalement ce qu'ils souhaitent au club. Ce n'était pas le cas il y a très longtemps. Il y a très longtemps, c'était l'institution, le club, qui imposait aux gamins son parcours. Nous, on sait que les jeunes, on peut les sortir. Ils ont plus de chances de jouer dans les clubs normands, je parle pour le HAC ou pour le Stade Malherbe, que d'aller jouer en première dans des clubs comme Nantes. Donc c'est ça qu'il faut surtout convaincre l'entourage, les parents, et puis se battre contre une certaine médiatisation qui est certainement un peu pervers par rapport à ce que le taux de réussite est ça, et la réalité, elle est là. Voilà. Merci. Merci messieurs. Qu'en est-il du football féminin à Caen, au Stade Malherbe ? Il n'existe pas de section féminine, et pourtant ce football féminin est en plein essor. En 8 ans, en Normandie, le nombre de licenciées féminines a plus que doublé. Les femmes se font donc une place à côté des hommes. En Normandie, 3 clubs sont même 100% féminins. C'est le cas de Rouen Plateau Est qui évolue en première division régionale. Quand il y a les garçons, c'est vraiment que pour eux que ça compte. Les filles, ça passe après. On a nos vestiaires, c'est à nous. On a nos terrains, on n'a pas de souci de terrain à dire il y a les gars, il faut virer, il n'y a pas les gars. Donc c'est génial. C'est génial d'être que entre filles, quoi. Voilà un club de foot où les filles ont toute leur place. Depuis 20 ans, Cécilia chausse des crampons.
La première fois, elle avait seulement 9 ans. Aujourd'hui, elle s'épanouit dans cette équipe. Milieu défensif, elle s'entraîne au moins 3 fois par semaine. Et ben c'est parti, prenez un ballon pour 3 ou 4, mettez-vous en mouvement sur le demi-terrain, ça va aller très très vite. Ce club 100% féminin, c'est l'idée de Romain Ferré. Il a de l'ambition pour ses sportives. Pour les aider à devenir des joueuses accomplies, le club leur propose en plus du foot une formation, un job. Voilà, il y a un vrai projet d'accompagnement professionnel et l'idée c'est que les filles puissent avoir du temps pour la pratique de leur sport et qu'elles aient l'esprit libre financièrement. 11 heures par semaine, Stécie, 20 ans, travaille dans cette grande surface, sponsor du club. Ici, elle gère le réassort des produits bio. C'est physique comme boulot? Un petit peu, oui. Un petit peu. À la fin de la journée, on sent un petit peu le mal de dos. Des horaires souples, un emploi du temps adapté au match, tout est fait pour concilier travail et passion pour le ballon rond. Comme elle, 8 footballeuses seniors bénéficient d'un contrat chez un sponsor du club. Elles n'ont pas vraiment d'autre choix. Pour une femme, il est encore difficile d'imaginer vivre du foot, contrairement aux hommes. Eux ont tout, alors que nous, même les clubs de D1 féminines n'ont pas ne serait-ce que le quart de ce que les hommes touchent. Ça vous paraît injuste? Oh bah oui. Après maman, faut qu'elle aille au foot, chérie. Demain, je reste avec toi. Cécilia, elle, est une des rares mamans du club. Cette vie de famille ne lui a pas coupé les ailes. Elle concilie les emplois du temps, même si ce n'est pas toujours évident. C'est un ressenti en tant que maman de parfois se dire ah bah, je suis pas une bonne mère parce que je les abandonne 3-4 fois par semaine. Du coup, est-ce que c'est bien ce que je fais? Et vous y allez quand même parce Et j'y vais quand même parce que tout compte fait, ça me délivre, c'est un sport que j'aime, quoi. Allez, vas-y, chaussures s'il te plaît. Pour encourager ses joueuses, le club voudrait construire une garderie à quelques mètres seulement des terrains d'entraînement. Pour l'instant, Cécilia se débrouille avec ses proches pour rejoindre le soir ses coéquipières et continuer à progresser. À tout à l'heure, Loulou. Stécie, Cécilia et toutes les autres se sentent privilégiées dans ce club un peu à part. Elles souhaiteraient même faire des émules. On arrive à rigoler et rester sérieuse en même temps. Je pense que ça peut donner envie à celles qui veulent prendre du plaisir ou à celles qui viennent pour la compétition. Faites tourner le ballon, faites-le tourner. J'ai fait 4 clubs différents et j'ai jamais trouvé vraiment ce que j'ai recherché dans le football. Mais ici c'est différent, on a envie d'aller au plus haut et même à mon âge, 29 ans, j'ai encore envie de montrer de quoi je suis capable encore. Aller plus haut et monter en Ligue 2, un rêve pour ces joueuses bien déterminées à briller. Continuez, 1, 2, bien joué Joe. Mylène Pagnier, vous êtes conseillère technique à la Ligue de football féminin de Normandie. Vous avez été joueuse de football, gardienne de but au Mans. Vous vous retrouvez dans l'aventure de cette équipe du Rouen Plateau Est. Elle vous parle, cette aventure? Je trouve que c'est une très belle expérience qui mérite d'avoir ce coup de projecteur. Et j'espère qu'elle donnera envie à d'autres clubs de se lancer dans l'aventure, même si je pense qu'il faut être sacrément structuré pour avoir les reins solides, pour avoir des ambitions sportives dans ce projet. Elles sont structurées, on le voit, les joueuses travaillent, elles ont un petit travail à côté, mais organisé par le club. Elles ne sont donc pas professionnelles. En France, il existe des équipes professionnelles? Combien? Alors on peut imaginer qu'en D1, on a des clubs qui se rapprochent du professionnalisme avec l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain et Montpellier. Ce sont les 3 clubs qui ont des jeunes filles ou des femmes en contrat fédéral quasiment à temps plein, donc elles ne font que ça, mais ça reste une exception dans le paysage du foot français. À niveau égal, les moyens pour les clubs de foot féminin et les moyens pour les clubs de foot masculin sont différents. Et comment on explique cette différence? De par
l'histoire, parce que la pratique féminine est relativement neuve par rapport à la pratique des hommes. Cependant, il y a une réelle volonté des clubs maintenant, et à l'instar des clubs professionnels qui ont quasiment tous des sections féminines au jour d'aujourd'hui, de vouloir s'engager dans ce créneau et de faire en sorte d'amener un budget certes, mais aussi des infrastructures, des équipements qui permettent aux filles d'évoluer dans de bonnes conditions pour accéder au bon niveau, voire au haut niveau. Et alors, est-ce que ça veut dire que le football féminin, il a vocation à prendre autant de place qu'a le football masculin aujourd'hui ? L'idée, c'est de tendre vers. Maintenant, le chemin est encore long, mais on s'aperçoit quand même que la pratique attire du public dans les stades, attire des téléspectateurs. Donc, ça va plutôt dans le bon sens. Je pense que l'image est positive et ça ne va faire que s'accentuer, je pense, au fil des années. Comment faire pour convaincre les dirigeants de clubs de lancer des sections féminines chez eux ? Il y a des obligations fédérales. Et puis, il y a aussi le gain d'image que ça peut engendrer. C'est-à-dire que ça peut amener des sponsors autres qui vont être plus attirés par la pratique féminine que les garçons. Et donc, c'est juste un cheminement à faire et à franchir le pas pour que ce soit réalité. Mais sincèrement, ça amène une réelle plus-value dans les clubs. Les clubs ne doivent pas le prendre comme une contrainte. La fédération a mis en place un plan de féminisation pour atteindre le nombre de 200 000 licenciés dans quelques années. Comment est-ce que c'est prévu, ce plan ? Il y a plusieurs axes. On va dire que la priorité, c'est qu'une fille qui veut jouer au foot de 6 ans jusqu'en senior, elle ait le choix de jouer soit avec les garçons quand elle est plus jeune, ou soit avec les filles. Et à partir de là, quand on aura réussi à mettre en place cette offre de pratique sur l'ensemble du territoire, je pense qu'on arrivera à faire en sorte d'avoir plus de licenciés, parce qu'on se rend vraiment compte que les filles préfèrent jouer entre filles, et même dès le plus jeune âge. Est-ce que la Coupe du Monde 2019, l'année prochaine, peut donner envie aux filles de faire du football ? C'est l'objectif recherché, clairement. On a la chance, en plus en Normandie, d'avoir Le Havre qui est ville haute. Et on va bien évidemment s'attacher à profiter de cet événement-là pour amener des nouvelles footballeuses en herbe sur les terrains. Merci. Dans un stade, on les définit parfois comme le 12e homme, celui qui peut faire basculer un match indécis. Les supporters forgent l'identité d'un club. Ils sont les seuls à lui rester fidèles quand beaucoup de joueurs, d'entraîneurs ou de dirigeants ne font que passer. Parfois turbulent, parfois hors limite, il reste l'âme d'un certain football, que l'on défende son petit club ou l'équipe de France. Pour le comprendre, rencontre avec les Culs-Rouges, les fervents partisans du FC Rouen. Malgré les désillusions, certains sont restés fidèles au club et pas question pour eux d'adhérer au rapprochement avec le voisin de l'US Quevilly. Ils sont encore des centaines, parfois plus, dans les travées de Diochon. Des fidèles qui crient leur amour à un club depuis longtemps relégué au dernier plan. Parmi ces irréductibles supporters, Benoît, un fan de la première heure, jamais très loin du FCR. C'est un choix personnel que j'ai fait il y a maintenant 34 ans, où j'ai eu la chance de pouvoir trouver un travail à côté du stade et de pouvoir trouver un appartement à côté du stade. Une vie sur mesure et des souvenirs plein les cartons, un engagement total pour une passion parfois salvatrice. Certains prennent un peu ça pour un défouloir le week-end, certains prennent ça pour un passe-temps, mais c'est vrai que ça permet de changer les idées. Le FCR et la passion pour le FCR m'a permis de passer les dures épreuves de ma vie. Le FCR, une deuxième famille que Benoît n'oublie jamais d'immortaliser grâce à un autre hobby. La photo, à travers les réseaux sociaux, ça a changé beaucoup de choses au cours des années, a apporté une visibilité que le FCR avait perdue en descendant en DH. La DH, l'équivalent de la 6e division. Aujourd'hui, le club évolue à l'étage supérieur en National 3, mais reste loin de ses années phares, quand des joueurs d'exception comme Abdel Bourebou portaient haut les couleurs des Diables Rouges. La première fois que je suis venu à Diochon, c'était le 22 octobre 1977. Un certain Rouen-Nancy, un but à la 17e minute, Abdel Bourebou, c'était le premier buteur que j'ai vu à Diochon. Donc forcément, te voir là aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose d'émouvant. Moi, je te remercie, quel souvenir. Abdel Bourebou est aussi celui qui a tenu tête au vert de la grande époque. C'était le 9 avril 1977.
Match aller, 8e de finale de Coupe de France. Jean-Michel Larquet ouvre le score pour Saint-Étienne. Les hommes de Robert Herbin pensent se diriger vers un énième succès. Mais ce soir-là, le génie dans les pieds du numéro 7 rouennais, Abdel Bourebou. Intenable sur l'aile de l'attaque, il égalise et offre le match nul à 25 000 supporters déchaînés. C'était une ambiance forte, hein. C'était 1h30, les rouges, c'était... Voilà, on avait la chair de poule. Ils nous transportaient quand ça allait pas, on était obligé de faire avec, on était obligé d'aller de foncer. Avant ses exploits en rouge, Abdel avait fait le bonheur de l'US Quevilly. Et si l'ancien international algérien se dit supporter des deux clubs, il s'est toujours opposé au rapprochement des deux structures sous la bannière de QRM. À partir du moment où on occulte l'USQ et le FC Rouen, on dit tiens QRM ou RQM, bref, on parlera plus de l'histoire des deux clubs, ça c'est sûr et certain. Je suis persuadé, ça n'engage que moi ce que je dis, mais je suis persuadé qu'on parlera plus de l'histoire de ces deux clubs. Qui se souviendra des exploits de l'USQ ou du FC Rouen à travers QRM? Des matchs européens pour Rouen. Des épopées en Coupe de France pour Quevilly. Autant de belles histoires que certains ne veulent pas mélanger. Soir de match de Coupe de France, 2000 spectateurs en tribune où chants et animations se succèdent pendant 90 minutes. Sur le terrain, les Diables Rouges ne déméritent pas mais s'inclinent face à Chartres. Les fans, eux, ont prouvé une nouvelle fois leur fidélité. Vous avez vu même ce soir ce que c'est l'amour d'un club. C'est ce que représente un maillot, ce que représente un club qui existe depuis maintenant très longtemps, qui joue ici depuis plus de 100 ans. Moi je pense que c'est le club exemplaire de la région. S'il y a bien un club qui représente la ville de Rouen et ses alentours, c'est le FC Rouen. Voilà, ce soir on a vu le vrai foot populaire. Le peuple rouge devra quoi qu'il en soit patienter avant de retrouver les sommets. En attendant, leurs chants résonnent encore à Diochon. Ludovic Lestrelin, vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université de Caen. Vous travaillez autour des supporters. Plus jeune, vous avez également été footballeur au FCR, justement. Qu'est-ce qu'elle a comme identité particulière, cette équipe du FC Rouen ? Une longue histoire, une implantation du football à Rouen à la fin du 19e siècle. Un club qui, assez rapidement, dès le début du professionnalisme en 1932, passe club professionnel. Du professionnalisme jusque dans les années 90 et puis ensuite des déboires sportifs et administratifs et financiers. Et comment on explique que le rapprochement entre le FCR et l'US Quevilly n'ait pas fonctionné? La création de Quevilly en métropole, ça ne fonctionne pas? Parce qu'on a deux clubs avec une histoire longue et forte et très importante pour les supporters, avec d'un côté, on vient d'en parler, le FC Rouen, et puis l'US Quevilly de l'autre, qui incarne le football amateur, le football ouvrier, là aussi depuis le début du XXe siècle. Et donc le rapprochement veut dire disparition de ces deux histoires, chose à laquelle tiennent énormément les supporters. D'une manière générale, les supporters, qu'est-ce que ça apporte à un club? C'est une force? C'est une force, oui, parce qu'un club sans supporters, sans public, c'est pas un club considéré comme étant très intéressant. D'ailleurs, aujourd'hui, regardez le Paris Saint-Germain. Que veut le Paris Saint-Germain? C'est d'avoir aussi un grand public pour pouvoir se définir comme un grand club. Et pourquoi est-ce qu'on devient supporter et comment on le devient? Est-ce qu'il y a une trajectoire obligatoire? Il n'y a pas une trajectoire obligatoire, mais disons qu'il y a une trajectoire un peu typique qui est celle d'être un amoureux amateur de football, souvent pratiquant, et une transmission par souvent une figure masculine qui va initier et donc la construction d'habitudes, de fréquentation du stade, puis après de rejoindre un groupe de camarades pour vivre le match dans les tribunes. Est-ce que c'est lié forcément à la ville où l'on habite? Est-ce qu'il y a une proximité géographique qui définit naturellement le club qu'on va supporter? C'est un repère très important parce que le club est pensé comme le représentant, le symbole d'une identité locale, donc c'est quelque chose de fondamental bien sûr. Maintenant, avec la médiatisation du football,
il est possible évidemment de s'identifier à un club en regardant ses matchs à la télévision sans même partager forcément. Il y a 11 000 abonnés ici au Stade Malherbe de Caen. Il y a une tradition des supporters en Normandie. Il y a une tradition qui est importante à la fois à Caen, au Havre et à Rouen. Et donc il y a un public fidèle et régulier ici à Caen. Alors au Havre, il y a quelques semaines, les supporters ont envahi le terrain après leur défaite contre QRM, Quevilly, Rouen Métropole. Comment est-ce qu'on arrive à des débordements de supporters lors de matchs de foot? Là, en l'occurrence, c'était l'expression d'une frustration et d'une colère face aux mauvais résultats du club. Cet envahissement de terrain, en même temps, ne représente pas forcément le quotidien de ce club-là, qui est plutôt marqué par de bonnes relations avec son public et la fédération des supporters havrais. Mais les débordements, c'est un peu inhérent au fait d'être supporter, des fois? Ça représente effectivement une part du supporterisme en France et à l'étranger, une part quand même assez minime en France. Merci. Merci. S'il y a bien un moment où tout le monde devient supporter, c'est à l'occasion de la Coupe du Monde de football. La prochaine aura lieu en Russie dans un mois, 20 ans après le sacre des Bleus. Depuis, l'équipe de France a habitué ses supporters à des hauts et des bas. Des bas comme en 2010 en Afrique du Sud où les joueurs avaient fait la grève de l'entraînement. Le Normand Jean-Louis Valentin était alors dans l'encadrement technique de l'équipe de France. Il revient sur cet épisode peu glorieux. Des dizaines de parapheurs à signer et au moins autant de responsabilités. Après avoir longtemps fréquenté les cabinets ministériels, Jean-Louis Valentin préside aujourd'hui la communauté d'agglomération du Cotentin. À le voir comme ça, c'est vrai, cet énarque de 54 ans n'a pas vraiment le costume du parfait supporter. Comment vous expliquer? J'ai deux passions dans la vie, le foot et la vie publique. Voilà. Deux passions que Jean-Louis Valentin a concilié entre 2005 et 2010. 5 années dans l'état-major du foot français, jusqu'à ce jour qui a marqué l'histoire du ballon rond. C'est bon? C'est parti. Tout commence en juin 2010 lorsque les footballeurs de l'équipe de France débarquent en Afrique du Sud pour disputer la Coupe du Monde. Loin des caméras, Jean-Louis Valentin est alors le numéro 2 de la fédération. Il y a un côté rêve de gamin. J'avais jamais en plus côtoyé de près des grands sportifs. Les joueurs français s'installent à Naïsna dans un hôtel de luxe entièrement privatisé. C'est le début de la polémique. Je me souviens que j'avais averti que cet hôtel me paraissait très luxueux. Et rapidement, la Coupe du Monde tourne au fiasco pour les Bleus. Sur le terrain, les Français enchaînent les contre-performances. En coulisses, l'un des joueurs, Nicolas Anelka, insulte même l'entraîneur Raymond Domenech. Il est exclu de l'effectif. Premier scandale. Je me suis dit, les choses sont en train de déraper, et comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elles dérapent le moins possible? En urgence, Jean-Louis Valentin doit gérer les caprices des stars et tenter de sauver l'image de l'équipe de France. Mais la suite va entrer dans l'histoire du sport. En réaction à l'exclusion d'Anelka, le capitaine français Patrice Evra annonce à Raymond Domenech que les joueurs vont faire grève. Ce qui provoque la fureur du préparateur physique, Robert Duverne. Ça va très vite. Et puis on ne comprend pas forcément tout ce qui se passe. Même quand on est sur le terrain, j'allais dire surtout quand on est sur le terrain, parce que vous avez à gérer les gamins qui arrivent, les journalistes qui sont derrière, et puis vous avez les dirigeants qui sont là, puis vous avez les joueurs. Donc on ne comprend pas forcément tout au départ, et puis on ne sait pas qui vont faire grève. Car les joueurs se réfugient ensuite dans leur bus pour entamer une incroyable grève. On se dit mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Jean-Louis Valentin apprend de la bouche de Raymond Domenech le contenu du communiqué rédigé par les joueurs eux-mêmes. Tous les joueurs de l'équipe de France, sans exception, souhaitent affirmer leur opposition à la décision prise par la Fédération française de football d'exclure Nicolas Anelka. Ce qu'il faut savoir, et ça le communiqué que je viens de réécouter, donne le sentiment qu'il n'y a pas eu de discussion, qu'il n'y a pas eu de dialogue, alors qu'il y a eu un dialogue pendant une journée. Il y a eu un dialogue pendant une journée avec les joueurs et leurs représentants. Bon, je ne vais pas polémiquer 10 ans après. Quelques minutes plus tard, devant des dizaines de journalistes, le Normand Hull Serret décide de démissionner et de quitter l'Afrique du Sud. Qu'est-ce qui s'est passé avec Robert Duverne? C'est plus mon problème. J'étais très essoufflé parce que c'était une colline à remonter.
Mais contrairement à ce qu'on a dit, j'ai jamais été au bord des larmes. Je considère que ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français, un scandale pour les jeunes qui sont ici, un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. J'ai agi instinctivement et j'ai agi en tant que, probablement davantage en tant que citoyen qu'en tant que sportif, je reconnais bien volontiers. Ces images vont faire le tour de la planète et le monde du foot, lui, tourne le dos à Jean-Louis Valentin. C'est clair qu'il y a des gens qui m'en ont voulu. Quand vous prenez une décision de ce type, vous ne pouvez pas vous imaginez que tout le monde va vous dire bravo. 8 ans après, il n'y a pas une journée sans qu'on ne lui reparle du scandale de Naïsna. Ça a marqué ma vie professionnelle et ça a marqué ma vie personnelle aussi. Je suis absolument convaincu, 8 ans après, d'avoir fait ce que j'avais à faire. Et je n'ai jamais regretté de l'avoir fait. Le bus des joueurs est finalement reparti, mais l'aventure de l'équipe de France en Afrique du Sud s'est arrêtée au premier tour. Bertrand Queneut, on vous retrouve, je le rappelle, vous êtes journaliste sportif à France Bleu, au Havre. Est-ce que pour vous, une situation comme celle de 2010, elle pourrait se reproduire aujourd'hui ? Aujourd'hui, non, elle ne se reproduira pas, cette situation, en tout cas certainement pas sur cette Coupe du Monde, pour plusieurs raisons. C'est que d'abord, on a, je pense, tiré les leçons. Tout le foot français a tiré les leçons du triste épisode de Naïsna, joueurs compris. Et puis aussi parce qu'on a eu un vrai changement de génération. Voilà, tous les joueurs qui, entre guillemets, posaient problème ou ont posé problème dans cet épisode de Naïsna ne sont plus là. Ils le regrettent sans doute profondément aujourd'hui. C'est aussi ce qui fait que je pense que ça ne se reproduira pas. Parce que les joueurs, eux aussi, en ont tiré les leçons et en ont énormément souffert. Donc non, ça ne se reproduira pas aujourd'hui, pas avec Deschamps en plus. L'équipe de France, elle est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. C'est un événement incontournable vraiment, la Coupe du Monde ? Ouais, c'est un événement incontournable parce que c'est incontournable pour tout amoureux du football. C'est, c'est les Jeux Olympiques à l'athlétisme. Et puis c'est incontournable, pour le foot normand, notamment parce qu'on va avoir pas mal de joueurs, soit normands, je pense à Ousmane Dembélé qui est hébroïcien, soit passés par les centres de formation de Caen, passés par les centres de formation du HAC, et on va avoir beaucoup de joueurs que les supporters ici connaissent. Alors c'est d'autant plus incontournable pour les Normands. Allez, un mot sur un pronostic. On a nos chances. On a nos chances. 20 ans après, ce serait évidemment magnifique de gagner. Je pense que l'équipe de France a ses chances. Elle a un potentiel monstrueux. Ce qu'il y a, c'est que l'équipe de France est très jeune. Elle a, notamment offensivement, elle est très très jeune. Alors il va falloir cadrer, canaliser, trouver l'alchimie, trouver la meilleure formule pour Didier Deschamps. Mais elle a évidemment des chances. Ces joueurs-là jouent dans les meilleurs championnats, sont considérés parmi les meilleurs aujourd'hui. Dembélé, Mbappé, c'est ce qui se fait de mieux. Donc oui, elle a les chances d'aller au bout. Merci Bertrand. La Coupe du Monde de football, ce sera dans un peu plus d'un mois. Début de la compétition pour les Bleus, le 16 juin, face à l'Australie. Pour les Bleuettes, il faudra attendre 2019. Le mondial féminin organisé par la France fera notamment escale au Havre, au stade Océane. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver, ainsi que les précédentes, sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain pour Enquête de région.